Le 3 mars 1944, des centaines d'Italiens ont pris place dans le train de marchandises numéro 8017 qui se dirigeait vers la campagne. Dans un pays ravagé par la guerre, ils risquaient leur vie en transportant du café et des cigarettes pour les échanger contre du pain et du lait, seul moyen de nourrir leur famille. Seuls quelques-uns sont rentrés chez eux, plus de 500 personnes ont péri sans jamais atteindre leur village tant désiré. Ce fut l'une des plus grandes catastrophes ferroviaires de l'histoire de l'Italie, mais personne n'en a entendu parler pendant 7 ans. Les archives du ministère des Finances conservent encore 300 plaintes judiciaires pour un montant total de plus d'1 milliard de lire, témoin des tentatives des familles d'obtenir justice après des années de silence. Les passagers du train 8017 étaient des Italiens ordinaires en temps de guerre. Ils ne se rendaient là pas au front, mais cherchèrent de quoi se nourrir. À une époque marquée par la famine et le marché noir, ces voyages étaient le seul moyen de survivre. Qu'est-ce qui a transformé un simple voyage pour se procurer des provisions en une tragédie de grande ampleur ? En 1944, l'Italie ressemblait à une carte déchirée en deux. Le sud du pays était contrôlé par les forces alliées dirigées par les Américains, tandis que le nord était occupé par les troupes allemandes qui soutenaient l'État fantoche de Mussolini. Entre les deux, une guerre civile féroce faisait rage au milieu du carnage mondial. La famine régnait dans les villes. Les autorités militaires alliées donnaient la priorité au transport des troupes et du matériel militaire, laissant les civils sans possibilité d'acheter des billets de train. Les chemins de fer italiens n'étaient pas en mesure d'assurer suffisamment de trains civils dans les conditions difficiles de la guerre. Les citadins désespérés trouvèrent une solution. Ils commencèrent à monter illégalement dans des wagons de marchandises pour se rendre dans les zones rurales et échanger des produits urbains contre de la nourriture. Café, cigarettes, savon, tout ce qu'ils pouvaient obtenir des soldats alliés était échangé contre du lait, du pain et de la viande auprès des agriculteurs. Ces itinéraires ont reçu le nom officieux d'Express du marché noir. Les autorités étaient au courant de ces voyages, mais fermèrent les yeux. Cela permettait de maintenir un ordre relatif dans les villes et d'empêcher les gens de mourir de faim. L'état technique des chemins de fer était catastrophique. La ligne reliant Naples aux régions montagneuses était partiellement électrifiée. Les trains électriques ne circulaient que jusqu'à la ville de Battipaglia. Plus loin, dans les montagnes, les trains étaient tirés par des locomotives à vapeur fonctionnant avec le charbon qu'on arrivait à trouver malgré la pénurie due à la guerre. Ce charbon était de qualité exécrable, avec une forte teneur en soufre et en cendres. Il produisait peu d'énergie mais dégageait des quantités dangereuses de monoxyde de carbone. Les ingénieurs connaissaient ce problème, mais ils n'avaient pas le choix. En février 1944, un incident inquiétant s'était déjà produit sur la ligne voisine de Battipaglia-Metaponto. Un train transportant des militaires américains s'était retrouvé dans une situation terrible. Le conducteur avait perdu connaissance à cause du monoxyde de carbone et était mort dans la locomotive. C'était un avertissement clair qui a été ignoré par les autorités italiennes. Le 2 mars 1944, un nouveau train de marchandises était en cours de formation à la gare de Naples. Le train numéro 8017 était composé de 47 wagons, dont 43 wagons de marchandises transportant du bois et 4 wagons de passagers. Son poids officiel était d'environ 520 tonnes, soit la limite maximale des locomotives à vapeur. Mais le pire était à venir. Dans la soirée du 2 mars, le train 8017 était prêt à partir. Des centaines de personnes montèrent à bord, sans savoir que beaucoup d'entre elles ne rentreraient jamais chez elles. Le train quitta Naples vers 17h30. La locomotive électrique tira sans problème les wagons jusqu'à Battipaglia, où, vers 19h, une opération standard eut lieu. Le remplacement de la locomotive électrique par 2 locomotives à vapeur. Il s'agissait de puissantes machines de transport destinées aux trains lourds, mais fonctionnant avec ce charbon de mauvaise qualité. Pendant l'arrêt, à Battipaglia, de nouveaux passagers clandestins montèrent à bord du train. Au moment du départ pour les montagnes, il y avait entre 600 et 700 personnes à bord, soit 10 fois plus que le nombre officiellement autorisé. Le trajet vers les montagnes fut lent et difficile. 2 locomotives à vapeur peinaient à tirer le train surchargé sur la route sinueuse de montagne. Vers minuit, le train atteignit la gare de Balvano-Risigliano où il fit un bref arrêt technique. Devant eux se trouvait le tronçon le plus difficile, la montée vers le tunnel Galleria dell'Armi qui signifie tunnel des armes. Ce tunnel d'1,5 km, avec une pente de plus de 1% et une mauvaise ventilation naturelle, était une épreuve difficile, même pour des locomotives en bon état. Le trajet jusqu'au tunnel était difficile. Un épais brouillard limitait la visibilité et les rails humides rendirent la montée encore plus difficile. Lorsque le train est entré dans le tunnel Galleria dell'Armi, long d'1,5 km, vers 1h du matin, l'air à l'intérieur était déjà rempli de la fumée du train précédent. Le train surchargé avait du mal à prendre de la vitesse dans la montée. Vers 2h du matin, il s'est finalement arrêté. Les rails mouillés et le poids énorme ont eu raison de lui. Les passagers pensaient là qu'il s'agissait d'un retard habituel. Ils ne se doutaient pas que l'air autour d'eux devenait mortel.
Les mécaniciens de la locomotive avant ont essayé de reculer, mais il n'y avait aucune communication entre les locomotives. Le mécanicien de la locomotive arrière, sentant le mouvement vers l'arrière, a pensé que le train dérapait et a actionné les freins. Le train s'est immobilisé. Pendant ce temps, le charbon de mauvaise qualité continuait de brûler dans les chaudières, dégageant d'énormes quantités de monoxyde de carbone. Dans l'espace confiné du tunnel, la concentration a rapidement atteint un niveau critique. Le monoxyde de carbone est incolore, inodore et insipide. Il est impossible de le détecter sans appareils spéciaux. Il se lie au sang beaucoup plus activement que l'oxygène, privant progressivement les organes d'éléments vitaux. L'intoxication se développe de manière imperceptible. D'abord, un léger mal de tête et une somnolence, puis une confusion mentale. La personne perd sa capacité à comprendre le danger et à prendre des décisions. Finalement, elle tombe dans un sommeil profond dont elle ne se réveillera plus. La plupart des passagers dormaient à cette heure de la nuit. Le monoxyde de carbone n'a fait qu'accentuer leur somnolence naturelle et ils sont morts dans leur sommeil sans même se rendre compte du danger. Ceux qui étaient éveillés ont ressenti un malaise, mais l'ont attribué à la fatigue d'un long voyage. En 1944, les gens ordinaires ne savaient pratiquement rien du monoxyde de carbone. Les mécaniciens des locomotives avant ont été les premiers à perdre connaissance, car c'est là que la concentration était la plus élevée. Certains passagers des wagons avant, se sentant mal, ont tenté de sortir et de courir le long des rails vers la sortie. Mais affaiblis par l'empoisonnement, la plupart tombèrent après quelques dizaines de mètres sans atteindre la sortie du tunnel. Le salut vint d'un endroit inattendu. Le conducteur de frein Michel Polo était de service dans l'un des wagons arrière, son poste se trouvant à l'arrière du train. Lorsque le train s'est arrêté dans le tunnel, les wagons arrière sont restés en partie à l'extérieur où l'air était relativement pur. Polo a remarqué que la communication avec l'avant du train était coupée. Personne ne répondait à ces signaux. En sortant du wagon, il vit des gens gisant le long des voies et comprit l'ampleur de la catastrophe. Contrairement aux passagers, il connaissait le danger du monoxyde de carbone. Les cheminots recevaient une formation de base sur les risques liés aux locomotives à vapeur. Vers 4h30 du matin, Polo a pris la seule décision qui s'imposait, courir chercher de l'aide. Il a parcouru 2 km sur un remblai accidenté dans un épais brouillard, mais il savait que c'était sa seule chance de sauver ceux qui pouvaient encore être en vie dans les wagons arrière. À 5h10, il arriva à la gare de Balvano-Riccialino où le chef de gare donna l'alerte. Le premier train de secours arriva au tunnel à 5h25, mais ne put y entrer, l'air contenant encore des concentrations mortelles de monoxyde de carbone. Le long des voies à l'entrée du tunnel, les sauveteurs ont découvert les corps de ceux qui avaient tenté de fuir vers la sortie. Affaiblis par l'intoxication, les gens s'effondraient à quelques dizaines de mètres seulement du salut, sans parvenir à atteindre l'air frais. Les sauveteurs ont eu besoin de temps pour préparer leur équipement de protection et organiser une entrée sécurisée dans le tunnel. Ils devaient travailler avec une extrême prudence car des gaz toxiques continuèrent de s'échapper du passage rocheux. Il a fallu une deuxième équipe de secours et 3 heures de travail intense pour extraire définitivement le train 8017 de ce piège mortel. La plupart des survivants, entre 40 et 100 personnes selon différentes sources, se trouvaient précisément dans les wagons arrière qui étaient restés à l'extérieur du tunnel. Ils ont été sauvés par la même chose qui a sauvé Michel Polo. Un air relativement pur et l'intervention rapide de l'équipe de secours. Lorsque les sauveteurs sont entrés dans le tunnel, l'ampleur de la catastrophe a stupéfié même les cheminots les plus expérimentés. Le bilan officiel s'élève à 517 morts, mais certaines sources avancent le chiffre de 626. Un décompte exact était impossible en raison du nombre important de passagers clandestins sans papier. Sur les centaines de victimes, seuls 235 ont pu être identifiés. Les autres sont restés anonymes et ont été enterrés sans cérémonie ni monument dans 4 fosses communes au cimetière de Balvano. Seuls les membres de l'équipage du train ont eu droit à des funérailles officielles. Mais la véritable tragédie a commencé après l'extraction du dernier corps du tunnel. Les autorités militaires alliées et le gouvernement italien ont pris la décision difficile de passer l'incident sous silence. Il fallait éviter toute panique parmi la population et toute critique de la gestion des chemins de fer en pleine guerre. Pendant 7 ans, pratiquement personne, en dehors de Balvano, n'a eu connaissance de la catastrophe. Aucun journal n'a publié la moindre ligne. Dans le chaos de la guerre, la disparition de plusieurs centaines de pauvres gens est tout simplement passée inaperçue. Ils n'avaient pas de parents influents capables de faire du bruit. Ce n'est qu'en 1951 qu'une commission parlementaire a mené une enquête, mais il était déjà trop tard. Les preuves avaient disparu. Les témoins s'étaient dispersés, les documents avaient été perdus. La commission a rendu un verdict qui convenait à tout le monde. La catastrophe était le résultat d'un ensemble de circonstances et a été classée comme un cas de force majeure. Les chemins de fer italiens se sont habilement dérobés à toute responsabilité, affirmant que dans le chaos de la fin de la guerre, il était impossible de déterminer qui commandait les trains.
les autorités italiennes ou le commandement américain. Les victimes ont été officiellement enregistrées comme pertes militaires, bien qu'elles n'aient pas été tuées par des balles ennemies, mais par l'indifférence systémique. Les familles des victimes n'ont pas abandonné. 300 actions en justice ont été intentées pour obtenir 1 milliard de lire de dommages et intérêts. Mais le procès s'est éternisé pendant des décennies. Les indemnités n'ont commencé à être versées que 15 ans plus tard par le ministère des Finances sous forme de sommes dérisoires équivalentes aux indemnités standards pour les pertes militaires. La catastrophe a tout de même contraint les autorités à modifier les règles de sécurité. Une limite de poids stricte a été introduite pour les tronçons montagneux, 350 tonnes maximum. Les locomotives à vapeur ont été interdites dans les tunnels jusqu'en 1959. L'électrification progressive de la ligne a commencé, mais elle s'est étalée jusqu'en 1996, soit un demi-siècle après la tragédie. Pendant des décennies, l'histoire de la catastrophe de Balvano a été pratiquement oubliée, même en Italie. La situation n'a changé qu'en 2005, lorsque l'historien Gianluca Barneschi a publié son livre « Balvano 1944 – Les secrets d'une catastrophe ferroviaire passée sous silence ». Barneschi a exhumé des documents d'archives et retrouvé des survivants, dont beaucoup ont décidé, pour la première fois en 60 ans, de raconter leur histoire. Son travail a révélé les détails de la censure militaire et montré comment, dans le contexte de la guerre, l'information sur la tragédie n'avait pas été largement diffusée. Le livre a ramené la catastrophe sous les feux de l'actualité et mis en lumière des pages oubliées de l'histoire militaire. Aujourd'hui, les trains électriques modernes traversent sans problème le tunnel Galleria dell'Armi. Même itinéraire, même montée, mais technologies de sécurité complètement différentes. La ligne est entièrement électrifiée, des systèmes de surveillance ont été installés et des normes modernes ont été mises en place. Mais aucun mémorial n'a été érigé en hommage aux victimes de la catastrophe. Seules 4 tombes dans le cimetière de Balvano rappellent la tragédie. La catastrophe de Balvano est devenue le symbole de la façon dont la guerre touche les gens les plus ordinaires. Les victimes n'étaient pas des soldats, mais des civils qui essayaient simplement de nourrir leur famille dans les conditions difficiles de la guerre. L'histoire montre comment la combinaison de problèmes techniques, du chaos militaire et du facteur humain peut transformer un simple trajet pour aller acheter du pain en une terrible tragédie. L'histoire de la catastrophe de Balvan nous rappelle à quel point la vie quotidienne peut rapidement basculer dans la tragédie. 517 personnes sont parties chercher de quoi nourrir leur famille et ne sont jamais rentrées chez elles. Aujourd'hui, nous montons dans les trains, les bus et les avions sans nous soucier de notre sécurité. Les systèmes de contrôle modernes, les normes strictes, le personnel qualifié, tout cela a été mis en place grâce aux leçons du passé, notamment grâce aux victimes de la catastrophe de Balvan. Mais la leçon la plus importante de cette histoire ne concerne pas la sécurité technique. Elle réside dans le fait que derrière chaque tragédie se cachent des personnes réelles avec leurs espoirs, leurs peurs et leur simple désir de survivre. Des personnes qui ne méritaient pas d'être oubliées. Prenez soin de vous et à bientôt dans les prochains numéros.